Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un cycle de romans fondateurs de la science-fiction moderne. Ni plus, ni moins. Et oui, le cycle de Fondation, écrit par Isaac Asimov, est à la science-fiction ce que Le Seigneur des Anneaux est à la fantasy. Fondation, premier tome d'un cycle de 6, nous emmène au 13e millénaire de l'Empire galactique, à l'apogée même du pouvoir impérial, avec son contrôle sur plus de 25 millions de mondes habités. Mais cette apparente toute-puissance est remise en question par un certain Hari Seldon, inventeur de la nouvelle science de la psychohistoire. Grâce à l'étude statistique incroyablement précise que cette dernière lui apporte, il prédit l'effondrement de l'Empire dans les 3 siècles à venir. Et, avec lui, le retour dans l'âge sombre pour toute l'humanité pour les 30 millénaires suivants. Pour minimiser la catastrophe et essayer de réduire le plus possible cette période de chaos, il propose la création d'une fondation qui se chargerait de réunir et de répertorier toutes les connaissances de l'humanité, afin de pouvoir rebâtir le Second Empire galactique. Il va sans dire que ces prédictions alarmistes ne sont pas les bienvenues à Trantor, planète capitale de l'Empire. Ce premier opus regroupe 5 nouvelles qui vont couvrir les 150 premières années de la création de la Fondation et de la chute de l'Empire. Et c'est précisément cela l'une des grandes forces du cycle de Fondation. D'un livre à l'autre, vous allez avancer de siècle en siècle, voir à quel point les prédictions de Seldon sont précises et vous rendre compte qu'un simple changement peut engendrer des conséquences immenses sur des longues périodes. Mais même la psychohistoire a ses limites. Ce qui fait aussi l'attrait de ce cycle est son écriture. Les premières nouvelles ont été publiées entre 1942 et 1944 et ont en elles ce charme un peu désuet des technologies passées. Pas d'ordinateur au 13e millénaire, mais des microcapsules et des microfilms par exemple. Et l'énergie nucléaire est encore vue comme la panacée du progrès scientifique. Mais là où certains livres du XXe siècle peuvent en devenir un tantinet kitsch, ici tout se tient. Car la science-fiction d'Isaac Asimov est plus science que fiction. Aucun ressort scénaristique n'est un deus ex machina, n'arrive sans raison. Cet aspect scientifique est si poussé que dans un autre cycle qu'il a écrit, le cycle des robots, Asimov a théorisé les 3 lois de la robotique qui sont encore à l'heure actuelle débattues à propos des intelligences artificielles. Mais nous aurons sûrement l'occasion de reparler plus en détail de ce cycle. Maintenant, je vous invite à vous asseoir confortablement dans votre fauteuil en placeau-textile et à mettre en pause vos hyper-vidéos, car je vous emmène au cœur de la capitale de l'Empire, sur Trantor. Nous suivons ici Gal Dornick, jeune mathématicien provincial, qui vient d'arriver sur Trantor pour rejoindre l'équipe de Hari Seldon. Chapitre 3. Gal ne savait pas si le soleil brillait, ni même, à vrai dire, s'il faisait jour ou nuit. Et il n'osait pas le demander. La planète tout entière semblait vivre sous une carapace de métal. Le repas qu'on venait de lui servir était baptisé déjeuner, mais il savait que plus d'une planète vivait suivant une division du temps standard qui ne tenait pas compte de l'alternance parfois malcommode du jour et de la nuit. La période de gravitation variait suivant les planètes, et il ignorait quelle était celle de Trantor. Il s'était empressé de suivre les panonceaux menant au solarium, mais il n'avait trouvé là qu'une salle destinée à y prendre des bains de soleil artificiels. Il s'y attarda quelques instants, puis regagna le hall du Luxor. « Où puis-je prendre un billet pour un tour de la planète ?» demanda-t-il à l'employé de la réception. « Ici même. Quand a lieu le prochain départ ? Vous venez de le manquer. Il y en aura un autre demain. Prenez votre billet maintenant, nous vous garderons une place. » « Ah, mais demain, il sera trop tard. Demain, il lui faudra se rendre à l'université. » Il n'y aurait pas une sorte de tour d'observation ? Enfin, quelque chose de ce genre ? reprit-il. Je veux dire quelque chose qui soit à l'air libre ? Si, bien sûr, je peux même vous vendre un billet, si vous voulez. Mais attendez, il vaut mieux que je vérifie s'il ne pleut pas. L'employé manœuvra un interrupteur placé près de son coude et attendit que des lettres fluorescentes se dessinent sur un écran de verre dépoli. Gal déchiffra en même temps que lui le bulletin. « Beau temps, dit l'employé. Maintenant que j'y pense, je crois bien que c'est la saison sèche. En fait, ajouta-t-il sur le ton de la conversation, l'extérieur ça ne m'intéresse pas. Ça fait 3 ans que je n'ai pas mis le nez dehors. Vous savez, quand on a vu ça une fois... Tenez, voilà votre billet. Il y a un ascenseur spécial pour la tour au fond du hall.
c'est même marqué dessus, Tour. Vous le prenez et ça y est. C'était un de ces ascenseurs modernes mus par antigravité. Gal pénétra dans la cabine et d'autres passagers s'engouffrèrent avec lui. Le liftier manœuvra un interrupteur. Gal eut un instant l'impression d'être suspendu dans l'espace quand la gravité tomba à zéro, puis il reprit un peu de poids à mesure que l'appareil accélérait. Le mouvement se ralentit aussitôt et Gal sentit ses pieds quitter le sol à mesure que l'appareil décélérait. Il ne put réprimer un petit cri. Le liftier s'écria « Coincez vos pieds sous la rampe, vous ne savez pas lire ?» Les autres l'avaient fait. Ils le regardaient en souriant tandis qu'il s'efforçait vainement de redescendre en s'aidant de la paroi de l'ascenseur. Ils avaient tous les pieds passés sous les barres chromées qui sillonnaient la surface du plancher, à 60 cm les unes des autres. Gal avait bien remarqué ces barres en entrant, mais ne leur avait pas prêté davantage attention. Une main secourable se tendit enfin vers lui et le ramena au sol. Il eut à peine le temps de bredouiller des remerciements que déjà l'ascenseur s'arrêtait. Gal s'avança sur une vaste plateforme baignée d'une lumière d'un blanc éblouissant qui lui fit mal aux yeux. L'homme qui, dans l'ascenseur, venait de l'aider à regagner le plancher, se trouvait juste derrière lui. « Ce ne sont pas les sièges qui manquent, » dit-il d'un ton aimable. Gal, bouche bée, finit par articuler. En effet. Il se dirigea machinalement vers les bancs puis s'arrêta. « Si ça ne vous ennuie pas, dit-il, je voudrais juste m'arrêter d'abord près de la balustrade. Je voudrais voir un peu à quoi ça ressemble. » L'homme lui fit un petit salut amical de la main et s'éloigna, tandis que Gal se penchait par-dessus le garde-fou qui s'élevait à hauteur d'épaule pour se plonger tout entier dans la contemplation du panorama. Il ne voyait pas le sol qui disparaissait sous l'enchevêtrement sans cesse plus complexe des constructions dues à l'homme. En fait d'horizon, où que portât son regard, il n'apercevait que le métal se découpant sur fond de ciel, donnant au paysage un aspect d'un gris presque uniforme. Et Gal savait que, sur toute l'étendue de la planète, il aurait trouvé un paysage identique. Rien ne bougeait, ou presque. Ça et là, quelques vaisseaux de plaisance dérivaient nonchalamment dans le ciel. Pourtant, il n'ignorait pas que sous la carapace métallique de la planète, des milliards d'hommes poursuivaient sans relâche leurs activités. Il n'y avait pas trace de verdure, ni de terre, pas un signe de vie autre qu'humaine. Quelque part sur cette planète, il en avait vaguement conscience, se dressait le palais de l'empereur, au beau milieu de ces 25 000 hectares de sol naturel, où des frondaisons s'illuminaient d'un arc-en-ciel de fleurs multicolores, une petite île de verdure perdue dans un océan d'acier. Mais de là où il était, Gal ne pouvait pas l'apercevoir. L'endroit pouvait tout aussi bien se trouver à 10 ou 15 000 km de là. Comment savoir? Il faudrait tout de même qu'il trouve le temps de faire ce tour de Trantor. Il poussa un profond soupir en se disant qu'enfin il était sur Trantor, le centre de toute la galaxie, le point focal de toute l'activité humaine. Ne voyant pas les convois de ravitaillement atterrir, il n'avait pas conscience des faiblesses de ce monde. Il ne se rendait pas compte que seul un fragile cordon reliait ainsi les 40 milliards d'habitants de la planète au reste de la galaxie. Il admirait seulement cette prodigieuse réussite du génie humain, ce point final mis, non sans un certain orgueil, à la conquête d'un monde. Le regard vague, il finit par s'éloigner. Son ami de l'ascenseur lui désigna un fauteuil à côté du sien, et Gal s'y assit. « Je m'appelle Jiril », se présenta l'homme en souriant. « C'est la première fois que vous venez sur Trantor ?»« Oui, monsieur Jiril. »« Je m'en doutais. Jiril, c'est mon prénom. Trantor, ça vous fait toujours ça. Pour peu que vous soyez un peu poète. Les Trantoriens, eux, ne viennent jamais ici. Ils n'aiment pas ça. Ça leur tape sur les nerfs. »« Sur les nerfs ? Ah, au fait, je m'appelle Gal. Et pourquoi ça leur taperait sur les nerfs ? C'est superbe. Tout est question de point de vue, Gal. Quand on est né dans une alvéole, qu'on a grandi dans un couloir, qu'on travaille dans une cellule et qu'on prend ses vacances dans un solarium plein à craquer, monter à l'air libre avec le ciel au-dessus de sa tête pour toute perspective, c'est risquer la dépression nerveuse, tout simplement. On fait venir les enfants ici une fois par an à partir de 5 ans. Je ne sais pas si ça leur fait vraiment du bien. Je ne crois pas que ce soit suffisant. Les premières fois, ça les rend hystériques et ils repartent en hurlant. En fait, c'est dès le sevrage qu'on devrait commencer et revenir une fois par semaine. Évidemment, reprit-il, vous me direz que ça n'a guère d'importance. Qu'est-ce que cela peut bien faire qu'ils ne sortent jamais? Ils sont heureux là, en bas, et ils font marcher l'Empire. Tenez, à quelle hauteur est-ce que nous sommes, d'après vous? 800 mètres? Dit Gal en se demandant s'il n'avait pas l'air trop naïf. Ça avait dû être le cas, car Jiril se mit à glousser discrètement. Non, dit-il. À peine 150 mètres. Quoi? Mais l'ascenseur a mis presque... Je sais, mais l'essentiel de la montée, c'était pour parvenir à la surface. Trantor est foré jusqu'à 1500 mètres sous terre. C'est comme un iceberg en fait. Les 9/10 sont invisibles.
La ville descend même à plusieurs kilomètres de profondeur sous le fond de l'océan, au bord des côtes. Nous sommes si bas que la différence de température entre le niveau du sol et les fonds de 2 ou 3 000 mètres est utilisée pour fournir toute l'énergie dont nous avons besoin. Vous le saviez? Non? Je croyais que vous utilisiez des générateurs atomiques. Ah, dans le temps, oui, mais ça revient moins cher. Je veux bien le croire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? L'homme avait soudain pris un air inquisiteur, vaguement cauteleux. C'est superbe, finit par répéter Gall, à court d'arguments. Vous êtes ici en vacances? En touriste? Pour visiter? Pas vraiment, c'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de visiter Trantor, c'est vrai, mais je suis là, c'est pour le travail avant tout. Ah? Gall se crut obligé de donner quelques précisions. Je vais travailler au projet du Dr Seldon, à l'université de Trantor. Cassandre Seldon? Non, celui dont je vous parle s'appelle Harry Seldon. Vous savez, le psychohistorien. Je ne connais pas de Cassandre Seldon. C'est lui, c'est Harry. Mais il y en a qui l'appellent Cassandre. C'est son surnom, quoi. C'est parce qu'il n'arrête pas de prédire des catastrophes. Ah bon? S'étonna sincèrement Gall. Vous devez bien savoir. Jerry ne souriait plus. Vous venez bien travailler avec lui, non? Oui, je suis mathématicien. Mais pourquoi est-ce qu'il prédit des catastrophes? Quel genre de catastrophes? D'après vous? Aucune idée. Désolé, j'ai lu des articles que le Dr Seldon et son groupe de recherche ont publiés. Il y est question que de théories mathématiques. Dans ceux qui l'ont publié, c'est vrai. Gall commença à se sentir mal à l'aise. « Je crois que je vais retourner dans ma chambre maintenant, dit-il. Très heureux de vous avoir rencontré. » Jiril lui adressa un vague salut de la main. Dans sa chambre, Gall trouva un homme qui l'attendait. La surprise l'empêcha d'articuler tout de suite l'inévitable « Que faites-vous ici ?» qu'il avait sur les lèvres. L'inconnu se leva. Il était assez âgé et presque chauve, et il boitait légèrement. Mais il avait les yeux d'un bleu éclatant, le regard vif. « Je suis Harry Seldon, dit-il, et Gall reconnut aussitôt ce visage dont il avait tant de fois vu la photographie. Chapitre 4. Bonjour, monsieur, dit Gall. Je... Vous pensiez que nous n'avions pas rendez-vous avant demain? C'est bien ce qui était prévu. Il se trouve seulement que, si nous voulons employer vos services, nous devons faire vite. Il devient de plus en plus difficile de recruter du personnel. Je ne comprends pas, monsieur. Vous parliez avec quelqu'un sur la tour d'observation, n'est-ce pas? Oui, un nommé Jeril, c'est tout ce que je sais de lui. Peu importe le nom qu'il vous a donné, c'est un agent du comité de sécurité publique. Il vous a suivi depuis le spatioport. Mais pourquoi? Excusez-moi, mais je suis un peu perdu. Cet homme ne vous a-t-il rien dit à mon sujet? Gall hésita un instant. Il vous a appelé Cassandre Seldon. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi? Il a dit que vous prédisiez des catastrophes? Il a raison. Qu'est-ce que Trantor représente pour vous? Décidément, tout le monde semblait tenir à connaître son opinion sur Trantor. Une fois de plus, Gall ne put que répéter « C'est superbe !» Vous dites cela sans réfléchir. Que faites-vous de la psychohistoire? Je n'ai pas pensé à l'appliquer à ce problème. Quand vous aurez travaillé quelque temps avec moi, jeune homme, vous prendrez l'habitude d'appliquer la psychohistoire à tous les problèmes, sans même y penser. Regardez attentivement. Seldon tira d'une poche de sa ceinture sa calculatrice portative. On disait qu'il en avait toujours une sous son oreiller en cas d'insomnie. La calculatrice avait à l'usage perdu un peu de son brillant. Les doigts agiles de Seldon, à présent tavelés par l'âge, se mirent à danser sur le long des rangées et des colonnes de boutons qui garnissaient la surface de l'appareil. Des symboles rouges se mirent à luire sur le tiers supérieur. « Ceci, dit-il, représente la situation actuelle de l'Empire. » Il attendit un moment. « Il ne s'agit sûrement pas d'une représentation complète, » fit enfin Gall. « Non, pas complète, concéda Seldon. Je suis heureux de constater que vous ne prenez pas tout ce que je dis pour parole d'évangile. Toutefois, c'est une approximation qui suffira aux besoins de la démonstration. Vous êtes d'accord? Sous réserve que je vérifie plus tard la dérivation de la fonction, oui. Gall prenait bien soin de ne pas se laisser entraîner dans un piège éventuel. Bien, ajoutez à cela la probabilité d'un assassinat de l'empereur, d'une révolte du vice-roi, la récurrence actuelle des crises économiques, la diminution des voyages d'exploration, la... À mesure qu'il parlait, qu'il énonçait de nouveaux éléments, de nouveaux symboles naissaient sous ses doigts pour venir s'adjoindre à la fonction primitive qui s'étendait et se modifiait sans cesse. Gall n'interrompit Seldon qu'une seule fois. « Je ne vois pas comment vous justifiez la transformation de cette série. » Seldon répéta, plus lentement. « Mais, dit Gall, vous utilisez une socio-opération interdite. »
Bien, vous avez l'esprit vif, mais pas encore tout à fait assez. Dans ce contexte-ci, elle n'est pas interdite. Je vais recommencer en utilisant la méthode d'expansion. Ce procédé était beaucoup plus long, et, quand Seldon eut terminé le calcul, Gall reconnut humblement. Oui, maintenant je comprends. Seldon finit par conclure. Et voici Trantor dans 3 siècles d'ici. Comment interprétez-vous cela, hein? La tête penchée de côté, il attendit. La destruction totale, fit Gall, incrédule. Mais c'est impossible, Trantor n'a jamais été... Seldon vibrait d'excitation. On sentait que son corps seul avait vieilli. Mais si, vous avez vu comment on parvient à ce résultat. Exprimez cela en mots, mettez de côté les symboles pour le moment. À mesure que Trantor devient plus spécialisée, dit Gall, elle devient plus vulnérable, moins apte à se défendre. Qui plus est, à mesure que s'y développe l'administration centrale de l'Empire, la planète devient une proie plus enviable. Étant donné les difficultés croissantes que soulève le problème de la succession impériale, les querelles toujours plus violentes qui opposent les grandes familles les unes aux autres, le sentiment de la responsabilité envers la société va s'affaiblissant. C'est suffisant. Et quelles sont les probabilités numériques de destruction totale d'ici 3 siècles? Je ne saurais vous le dire. Voyons, vous savez tout de même faire une différenciation de champ. Un sentiment de stress gagna Gall. Seldon ne lui proposait pas d'utiliser sa calculatrice. Elle était là, pourtant, à portée de main. Dans un effort surhumain, il se mit à faire le calcul de tête. Il sentit bientôt son front se couvrir de sueur. Dans les 85%, dit-il enfin. Pas mal, dit Seldon en avalant sa lèvre supérieure. Mais ce n'est pas encore ça. Le chiffre exact est 92,5%. Voilà donc pourquoi on vous appelle Cassandre Seldon, dit Gall. Je n'ai rien vu de tout cela dans les publications scientifiques. On ne peut pas publier de choses pareilles, voyons. Vous ne pensez tout de même pas que l'Empire irait révéler ainsi sa faiblesse? C'est la base de la psychohistoire la plus élémentaire. Mais il y a eu des fuites. Certains de nos résultats sont parvenus aux oreilles de l'aristocratie. C'est ennuyeux. Pas forcément, nous en tenons compte. Voilà donc pourquoi on me questionne? Exactement. On cherche à se renseigner sur tout ce qui touche à mon projet. Êtes-vous en danger, monsieur? Naturellement. Les probabilités en faveur de mon exécution sont de 1,7%. Mais naturellement, ce n'est pas cela qui mettra un terme au projet. Nous en avons tenu compte également. Mais peu importe. Ne vous inquiétez pas pour cela. Je suppose que nous nous verrons demain, à l'université? Demain sans faute, répondit Gall. Eh bien écoutez, j'espère que cette découverte du monde impérial de Trantor vous a plu et vous a donné envie de lire la suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à partager cette dernière. En ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles découvertes.